du coup, on se retrouve pour la dernière conférence de la journée, donc sur les événements culturels, du réel au virtuel vers une mutation pérenne et durable. Bonjour, merci beaucoup Elisa. Du coup, ce qu'on souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est toute la thématique autour des événements culturels et de la situation qui est particulière par rapport à ce secteur d'activité, et puis se poser des questions sur quel est l'avenir de ce secteur, est-ce qu'il va-t-il être 100% digital, quels vont être les impacts, etc. Donc tout d'abord, merci de nous accorder votre précieux temps. On voulait donc nous introduire le sujet avec un événement type de cette mutation réelle virtuelle, c'est le concert de Travis Scott qui a réuni en fait 12 millions de téléspectateurs sur le web. C'était sur la plateforme Fortnite. Donc Travis Scott qui est un artiste qui a l'habitude de faire des concerts physiques avec une scénographie travaillée, avec une grosse ambiance. Là il s'est transformé et donc il a proposé aux joueurs de s'immerger en fait dans son univers, dans ses références et dans sa musique à travers un événement 100% digital. Donc une première question qu'on peut se poser face à ça, c'est est-ce que ça va être l'avenir des expériences culturelles? Est-ce que ça va être ce genre de choses très travaillées, très poussées et 100% digital? Avec la situation actuelle, les événements culturels en fait ils doivent se transformer. Et donc nous, on va aborder cette thématique avec la hiérarchie suivante. On va d'abord essayer de poser le contexte, aborder ensuite les enjeux du secteur et en toute fin discuter de l'avenir, des solutions et des questions qui émergent. Donc je vais laisser la parole à Joséphine qui va vous présenter des premiers éléments de contexte. Merci Thibaut. Alors déjà, avant de voir toutes les solutions qui ont été mises en place et tous les enjeux qu'il y a eu, on a étudié les réactions qu'il y a eu suite aux annonces sanitaires par rapport au Covid. Donc on peut voir que les solutions étaient soit l'annulation, soit le report à l'année prochaine ou encore après une autre date, ou soit le maintien en partie de l'événement, c'est-à-dire en diffusion digitale, mais sinon le maintien en présentiel. Donc on peut voir qu'il y a 3/4 des événements de 2020 qui ont été annulés ou reportés. Donc c'est-à-dire que ça a entraîné les remboursements de places ou d'une partie des places qui ont dû être faits pour avoir le maintien d'une partie sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs. Donc en fait, il faut savoir que la virtualisation des événements, c'est pas quelque chose qui a émergé, enfin qui a été créé pour le Covid. C'était quelque chose qui existait avant. Il y a eu des solutions, mais c'est quelque chose qui a eu un essor avec le Covid. Donc il y a eu plusieurs solutions. Donc par exemple le live stream. Donc c'est produire l'événement et le diffuser sur une plateforme pour qu'il soit regardé en direct ou en replay. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire avec les conférences d'aujourd'hui. Sinon, il y a le broadcast. Donc ça, c'est une partie des personnes du public qui est en présentiel et l'autre partie qui est en distanciel, en digital. Et il y a aussi les événements satellites. Donc en fait, c'est la division d'un gros événement, d'une grosse manifestation en plusieurs événements plus petits en satellite. Donc là, sur la slide juste après, vous a mis quelques exemples de petites choses qui se faisaient déjà actuellement avant le Covid. Donc, par exemple, la fête de la musique de 2020 qui a été diffusée en live stream sur des plateformes. Et sinon, il y a aussi la Fashion Week qui fait beaucoup ces événements-là en digital, donc plus particulièrement le broadcast. Ça a été le cas, par exemple, pour le défilé Etam de cette année qui a été diffusé sur les plateformes, mais aussi en présentiel. Du coup, donc on peut voir que cette situation de virtualisation des événements. Attends, pardon, je pensais que mon micro était mis. Du coup, l'objectif de cette slide, c'est en fait de vous montrer pourquoi nous on a choisi ce sujet et aussi de vous faire comprendre que c'est pas un sujet qui est à prendre à la légère et qu'il y a vraiment de réels enjeux derrière. Et on sait que la culture, ça apporte des précieux avantages sur le plan social, mais c'est aussi surtout économique. Donc Thibaut développera un petit peu l'aspect social, mais rapidement, on peut déjà dire que
Ça va permettre d'améliorer l'éducation et aussi la santé. Ça va permettre à tout le monde de se réunir et donc ça peut augmenter la sensation de bien-être, par exemple. Mais si au niveau des enjeux économiques, on sait que dans un premier temps, ça va contribuer à l'emploi. Voilà, simplement, quand demain il y aura un événement qui sera créé, ça peut être à distance ou de façon physique, on va avoir besoin de beaucoup de personnel, que ce soit pour monter par exemple une scène si c'est en physique, ou par exemple si c'est sur le web, on aura besoin de beaucoup de techniciens. Donc l'emploi, il y en aura toujours, peu importe le système qu'on s'est mis en place. Et la deuxième chose, c'est aussi que ça va contribuer au développement du tourisme, et notamment du tourisme local. Parce que c'est vrai que si demain, par exemple, il y a un événement culturel de façon physique, que ce soit pour aller visiter un musée ou bien se rendre sur un concert, on va avoir besoin déjà de prendre notre place pour cet événement, mais on va aussi avoir besoin de se déplacer. Donc, par exemple, prendre un avion, prendre le train ou simplement peut-être louer une voiture sur place. Donc, tout ça, ça engendre des frais. Il y a aussi la nuit, par exemple, on va devoir se loger, donc la location d'un Airbnb, d'une chambre d'hôtel, on va aussi devoir se restaurer. Donc, par exemple, on pourra aller dans un des restaurants de la ville, on pourra simplement, par exemple, consommer si on a envie d'acheter un petit souvenir ou de ramener quelque chose pour la famille. Et en fait, nous, tout ça, on a réussi à le prouver grâce à une étude qui est disponible sur le site du ministère de la Culture. Et en fait, on apprend qu'avant l'épisode pandémique, les secteurs de la culture, il y avait un chiffre d'affaires qui s'élevait à 97 milliards d'euros. Donc ça, c'est juste énorme. Et en termes de ce que ça représente en pourcentage, c'est quand même 2,5% de l'économie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à considérer et à ne pas négliger. Et on avait deux exemples concrets dont je vais vous parler brièvement. Le premier, c'est celui des JO à Tokyo, qui ont longtemps été un sujet, on va dire, de débat, parce qu'on se posait la question, enfin pas nous, hein, mais la question se posait à savoir si l'événement devait être reporté ou non, s'il était reporté de quelle manière, et si on devait le garder, le mettre en place, comment on pourrait faire vis-à-vis du public. Donc nous, on a remarqué que déjà, c'était un événement qui avait un impact négatif, parce que ça représente quand même 5,5 milliards en moins sur le PIB du Japon. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par exemple avec l'engagement des entreprises locales qui elles vont sponsoriser l'événement, et donc tout ça, ça va permettre de stimuler l'économie et de dynamiser le territoire. Donc une question qu'on se posait par rapport à cet événement, c'était de savoir, ok, même si l'événement est mis en place de façon physique avec un public, on sait maintenant qu'il y a des vaccins, c'est peut-être un peu critiqué, mais on sait que c'est des solutions. Alors, est-ce que le vaccin devrait être une sorte de passeport, en fait, pour aller à cet événement? Donc, tout ça, c'est nombreux aussi sujets qui pourraient être discutés, mais ça rejoint plus le côté éthique. Et ensuite, on avait un deuxième exemple qui nous faisait part de l'impact de l'épidémie sur les revenus de l'industrie musicale en France. Donc ça va de 2013 à 2020. Ça, c'est une étude qu'on a trouvée sur Statista. Et en fait, on voit bien pendant la dernière année, depuis qu'il y a le Covid, en fait, que justement ce chiffre d'affaires a diminué par deux. Alors même si nous, en tant que clients, on continue d'écouter de la musique, par exemple grâce à différentes plateformes, et ben eux, les artistes sont réellement impactés. Et du coup, enfin voilà, c'est aussi, ça montre vraiment les enjeux qu'il y a derrière en termes d'économie. Je vais laisser Thibaut prendre le relais sur les autres enjeux qui sont discutables. Merci beaucoup Timothée. En effet, oui, des gros enjeux financiers colossaux. Ta dernière slide, elle montre vraiment un peu le gap et la chute des revenus. Pour continuer rapidement donc, sur les enjeux majeurs, on s'est basé sur le travail de Cornelia Dunke et Mikkel Gnedowski, en fait, qui prouvent par leur article que la culture c'est aussi un outil qui est privilégié en fait pour promouvoir la compréhension mutuelle, ce qu'on appelle la cohésion sociale, et vaincre les discriminations. Donc ça participe en fait au bien-être des populations. Et grâce au travail de l'Art Council England, où c'est un des nombreux organismes qui a prouvé encore une fois que la culture en fait elle contribue à la santé des populations. Parce qu'en fait ça permet de se rapprocher autour de valeurs qui sont communes, ça permet de développer le sentiment d'appartenance, ça permet de booster la créativité, l'engagement culturel. Voilà, donc ça, de manière générale, ça améliore bien-être santé et bien-être aussi mental des populations. Merci. On a un petit temps de latence au niveau des slides, on permet de s'excuser. Donc là, on a vu ensemble un petit peu
ce qui gravitait autour des événements culturels, un petit peu les enjeux, le contexte. Désormais, on souhaite se pencher en fait sur les solutions et sur la relance de ce secteur. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que l'État a mis en place des choses, et notamment des plans de soutien financier, des plans de solidarité, on peut appeler ça aussi comme ça, pour soutenir en fait les acteurs des événements culturels. Donc c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que c'est au cœur des sujets par rapport à la situation Covid. On pourra discuter par la suite, on pourra le voir aussi par la suite, que c'est peut-être pas encore suffisant par rapport au poids des événements culturels en France. Donc, outre les applications culturelles, les applications sanitaires qui vont être mises en place lors de la relance, comme par exemple proposer du gel hydroalcoolique, mettre des masques, se tenir à des distances respectables, ou bien, comme disait Timothée tout à l'heure, arriver avec un certificat de vaccination. Là, on souhaitait aborder les différentes solutions que peuvent avoir les acteurs, et en fait les acteurs on les a triés en deux. Les premiers, ceux qui étaient plutôt des gros acteurs, des grosses structures avec un gros budget. Donc on a voulu imager ça par la petite icône en haut à gauche qui est une grosse Mercedes, donc qui demande un gros budget. Et donc en fait ces acteurs-là, ils ont plusieurs solutions. La première, c'est déjà de réaliser des événements de test. Donc, on a 2 concerts à Marseille avec un public de plus de 1000 personnes et un concert à Paris avec 5000 personnes. Donc, c'est déjà des belles grosses choses qui vont être testées prochainement pour voir l'impact en fait de la reprise des événements culturels sur les conditions sanitaires. On a aussi tout ce qui est solutions virtuelles. Donc là, je rebondis sur l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure avec Travis Scott. On peut, par exemple, travailler autour de la réalité virtuelle. On voit d'ailleurs que c'est quelque chose qui répond pas mal aux Français, vu qu'il y a 42% des répondants à une étude qui sont prêts et qui se disent disposés à utiliser la réalité virtuelle. Mais voilà, tout ça, ça demande un coût. En fait, ça demande déjà une expertise. Il faut avoir des moyens humains, des ressources et aussi des moyens financiers pour mettre en place tout ça. Donc on peut voir que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ensuite, en autre solution qu'on a spotée, bon, il y en a d'autres, mais voilà, c'est les 3 principales qu'on a choisies, c'est en fait profiter d'une notoriété qu'on a déjà acquise avant pour pouvoir l'utiliser, notamment sur les réseaux sociaux. Donc là, on a plusieurs exemples. Un qu'on trouvait très intéressant, c'est la chaîne en fait qui est toute récente Culture Box, qui porte bien son nom par rapport à notre sujet, vu que nous on parle d'événements culturels, qui est en partenariat avec France 2. Et donc là, en fait, cette chaîne, elle a permis d'émerger parce que France 2 avait des contacts, elle avait déjà une belle assise financière pour pouvoir promouvoir cette chaîne. Cette chaîne, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire le lien avec la slide suivante, qui est l'émergence et des intermittents et des petites structures. Quelles solutions ils ont? Alors pourquoi elle fait ce lien, cette chaîne? Parce qu'en fait, cette chaîne, elle va pouvoir donner la parole à des petites structures, à des petits intermittents, via notamment des interviews. Mais ces gens-là, s'ils n'ont pas ce genre de grosse chaîne, quelle solution ils ont pour l'instant? Pour l'instant, ces gens-là, ils peuvent s'appuyer donc sur les plans de soutien financier. Donc là, il y a aussi une belle question de débat, c'est est-ce que c'est une solution qui est pérenne et durable de vivre via des aides? Financer de l'inactivité, ça pose souvent débat. Ça peut être une solution pour justement repousser l'échéance et pour se permettre à ces acteurs qui sont plus petits de se transformer. Notamment, là, on a choisi un exemple qui est l'exemple d'Éric Antoine, qui est à mon avis quelqu'un qui a déjà pas mal de budget, mais on trouvait cet exemple intéressant parce que ça prouve cette transformation digitale qu'il a réussi à faire. Il a réussi à faire preuve de créativité, vu qu'il a mis en place en fait un spectacle interactif sur une plateforme digitale qui était payante en fait. Et donc il a créé du lien avec son public via le digital et via donc le virtuel. Donc là, une nouvelle fois, on voit avec cette slide qu'il y a un peu un gap entre les gros et les petits, et qu'il va y avoir vraiment un challenge en fait sur ces petits intermittents qui ont été touchés de plein fouet par les fermetures des salles de théâtre, des spectacles, des concerts. Et donc il y a vraiment un challenge sur le fait qu'ils doivent se renouveler, qu'ils doivent se réinventer. Et est-ce que c'est autour du digital forcément? Ça, l'avenir nous le dira. Joséphine. Pardon. Du coup, là, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'on a dit dans la conférence par rapport aux avantages et aux limites qu'on a trouvées par rapport à cette virtualisation des événements.
Donc, on va commencer par les avantages. Ça augmente l'accessibilité des événements. Ça peut permettre à des personnes de vivre une expérience au-delà des frontières sans se déplacer. Ça enlève tout ce côté logistique et économique aussi pour se rendre à ces événements. Ça peut aussi permettre la créativité dans un but d'engagement et participation du public. Donc, c'est beaucoup plus facile au public de réagir par Internet. Comme là, par exemple, il peut y avoir des questions sur YouTube ou même là sur Teams. On peut avoir beaucoup plus d'interaction avec le public. Au niveau des limites, ça pose des limites parce que justement, qui dit virtualisation des événements dit digital, et ce qui signifie qu'il va y avoir des problèmes de sécurité. Donc, par exemple, les piratages, parce que c'est un fléau qui est de plus en plus à l'ordre du jour, donc le piratage des plateformes, et aussi un problème de protection des données, donc RGPD. À partir d'un moment où on s'inscrit quelque part, comment être sûr que nos données ne sont pas exploitées pour un autre logiciel ou autre chose. Ça pose aussi un problème au niveau relationnel, il y a moins de relations humaines, et comme Thibault l'a dit tout à l'heure, c'est un enjeu, la santé mentale du public, donc ça c'est une limite aussi. Il y a aussi un problème d'emploi, donc ça va poser des questions dans la modification ou la suppression de certains emplois. Par exemple, les vigiles, les videurs, ils vont plus avoir de postes là-dedans, donc ils vont être obligés de se réorienter ou leur poste va être modifié. Et à force, à long terme, si la virtualisation des événements dure, il peut y avoir de la suppression de postes, comme par exemple les hôtesses d'accueil ou quoi que ce soit, si vraiment la situation devient durable. Et il y a aussi des inégalités au niveau des organisations, donc comme on l'a vu tout à l'heure entre les petites entreprises et les grosses entreprises, mais aussi au niveau des aides, parce qu'il faut savoir que le secteur de la culture est 7 fois plus gros que le secteur de l'automobile, mais il a 4 fois moins d'aides que ce secteur. Donc pour la virtualisation des événements, il faut avoir des aides, et même pour tout le secteur, même sans virtualisation, il faut des aides, mais qui ne sont pas forcément adaptées actuellement. Hop. Et pour finir cette conférence sur une note un petit peu plus positive, on a vu une étude faite par Yourplan qui nous dit que 92% des personnes interrogées sont prêtes à participer à des événements dès la levée des restrictions, tout en gardant les mesures sanitaires. Mais ce qui, du coup, nous pousse à dire que la virtualisation va rester un petit peu, mais qu'à la sortie à la levée des restrictions, là, ça on va plus peut-être être en présentiel. Et voilà, merci de votre attention. Merci à vous pour votre présentation. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions sur Teams. Sinon, on a une question sur YouTube. Que pensez-vous des nouveaux événements sportifs organisés à guichet fermé sur Internet? Est-ce le futur de l'événementiel? Alors moi je peux donner peut-être quelques premiers éléments de réponse par rapport au groupe. Après je vous laisserai rebondir. Nous d'après là nos recherches etc. C'est une solution en fait qui est à court terme viable pour nous parce qu'en fait il y a tellement de budget et d'argent en jeu qu'il faut que les matchs en fait que ce soit les matchs de foot ou les autres événements sportifs se fassent. Voilà. Après, ce n'est pas sans compter toutes les pertes de revenus par rapport aux billets. Dans les stades, on voit qu'il y a des clubs qui sont en difficulté par rapport à ça. Il y a des joueurs aussi qui font des efforts pour aider leur club au niveau de leur salaire. Bon, pas tous, mais il y a quelques joueurs qui font des gestes. Donc pour nous, là, pour l'instant, on pense que c'est une solution qui est viable, mais qui ne peut pas être pérenne et durable dans le temps. Parce que le sport, c'est aussi se rassembler autour d'une ambiance, c'est chanter ensemble et jouer avec ou sans le public. Je pense que ça ne donne pas le même niveau de jeu non plus. Donc voilà, on pense en résumé, à court terme oui, à long terme non. Moi j'ai une question à vous. Dans la musique, hein, c'est ça? C'était dans la musique. Ça a coupé, monsieur Nampon, on n'a pas entendu votre question. Non, quand vous parlez des pertes financières, c'est dans la musique 5 milliards à peu près, c'est ça, hein? Ouais, avec la crise.
Cette perte des 5 milliards, elle est homogène par rapport à ce que vous disiez, la Mercedes ou la Twingo? C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est les plus riches qui ont perdu l'argent? Je pense que je pense qu'en valeur, je ne saurais pas vous dire entre la Mercedes et la Twingo quelle était la personne qui a le plus perdu, mais en tout cas c'est sûr que l'impact financier sur les Twingo est beaucoup plus important par rapport à leur revenu habituel. C'est-à-dire qu'un gros qui perd 1 million mais qui en gagne 10, c'est moins impactant qu'un petit qui perd 10 000 € mais qui habituellement en fait en gagne 15. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'en fait les petites Twingo ont beaucoup plus à perdre de la situation actuelle parce que eux, se produire dans des bars, faire des expos, être guide dans un musée, tout ça, ça permet de payer leur loyer, etc. Et donc c'est peut-être des petites pertes financières, j'ai pas les chiffres exacts, je vais pas vous mentir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'impact pour eux est beaucoup plus grave. Oui, c'est ça. C'est aussi que après, en fait, à la sortie de toutes ces restrictions, eux, les grosses entreprises vont plutôt, enfin, vont plus facilement savoir se retourner et réorganiser des événements pour récupérer l'argent qu'ils ont perdu, alors que les petites structures qui n'ont pas forcément les moyens, vu qu'elles auront perdu de l'argent, elles vont moins facilement pouvoir refaire des événements pour essayer de regagner la perte. On a pu voir aussi que les gros pouvaient se reposer sur leur notoriété. Par exemple, on a vu que Camille Lelouch et Renaud avaient sorti justement une chanson spéciale Covid. Et donc, cette notoriété leur permet aussi de vivre de ça, je pense. Et donc, en termes de pertes, globalement, les petits ont plus à perdre que les gros. On a une deuxième question sur YouTube. Donc, il y a une dame qui est dans l'événementiel et qui loue du matériel comme des sonos ou des lumières. Et donc, elle demande quel est le futur de son entreprise. C'est hyper costaud comme question parce que on n'a pas forcément la réponse, voire l'avenir. C'est hyper compliqué. Prédire l'avenir, c'est compliqué. Mais du coup, d'après les cartes qu'on a en main, je pense qu'il va falloir à un moment essayer de se transformer d'une manière ou d'une autre. Quand il y a une crise, il faut qu'il y ait du changement derrière, et c'est souvent les plus grosses crises qui amènent les plus gros changements aussi derrière. Donc, à l'exemple de Eric Antoine qui s'est transformé, qui s'est réinventé, qui a fait preuve de créativité, pour votre entreprise, je pense que pour l'instant, j'ai pas de solution pour vous, mais à un moment, il va falloir trouver quelque chose de créatif pour se retourner en fait. Après, tout en pensant que, excuse-moi, que les concerts, même s'ils sont en virtuel ou quoi que ce soit, ils auront toujours besoin de sonos et d'équipements audio. Donc il y a quand même une partie qui reste encore tout à fait viable en fait. Il y a peut-être peut-être un peu les compléments, etc., où ce sera plus compliqué, mais sur les gros événements, normalement, il n'y aura pas trop de soucis. Et du coup, comment les intermittents vont-ils trouver une source de revenus durable en s'affranchissant des aides de l'État? Du coup, moi, je me permets de répondre. Je vais rebondir sur ce que je disais avant. Je pense qu'il faut se transformer, il faut s'appuyer sur le digital, il faut s'appuyer aussi sur son public. Je pense qu'on a chacun en tête un artiste qu'on aime, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, on est capable pour lui de l'aider à notre manière, soit en participant à un spectacle digital, soit en l'aidant via une cagnotte, soit en lui faisant de la pub sur les réseaux. Ça peut être déjà une première étape pour eux, c'est de solliciter en fait leur communauté et leurs fans. Pour toutes les petites mains, en fait, parce que quand on parle des intermittents, c'est aussi ceux qui préparent les scènes, etc. Ici, là, ça va être plus dur. Je pense qu'il faut se tenir prêt à la réouverture et quand les normes sanitaires vont se lever ou vont être un peu plus souples, il faut se tenir prêt à retourner au boulot.
Mais sinon, c'est vrai que c'est une situation compliquée et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est la fin de toutes ces petites mains qui font que on a un environnement culturel qui est hyper riche en France? Est-ce que c'est la fin de ces petits intermittents qui, avec beaucoup de talent, nous permettent de vivre des choses folles? Mais s'ils ont plus les moyens d'exprimer ce talent, euh, c'est une vraie question de débat et j'ai pas la réponse. Mais si quelqu'un dans la conférence voilà, Pauline Varé par exemple, a plus d'éléments, euh, qu'elle les partage. Pauline, je te laisse poser ta question. Moi j'ai une question, enfin je sais pas si vous avez vu les nouvelles mesures qui vont être mises en place, moi niveau festival j'en fais beaucoup l'été, et est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux de faire une digitalisation de l'événement, parce que du coup là on voit, depuis aujourd'hui je vois que beaucoup de festivals annulent, parce que ça va être 5000 assis, est-ce que vous pensez que ces festivals qu'ils annulent actuellement auraient dû partir vers de la digitalisation, ou accepter ces nouvelles mesures? C'est votre avis quoi. Moi, je veux bien parler parce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est déjà il y a toute la partie sociable euh, où nous, en tant que public, ça va nous faire plaisir d'y aller, on va réussir à retrouver ses émotions et aussi on va plutôt être dans un bien-être au niveau de la santé, mais il y a aussi surtout, c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'enjeu économique. Et moi, je pense que ça peut, dans un premier temps, déjà redynamiser même à petite échelle au niveau des pays. C'est vrai que j'avais vu qu'ils allaient faire ça aux Pays-Bas et ça allait être réservé aux membres du pays, mais juste les déplacements, les consommations sur place, tout ça, ça va permettre de stimuler un petit peu l'économie, et même si c'est pas aussi grand que ce que ça a pu être il y a quelques années, ce sera déjà un premier point, et à voir aussi, ça sera des solutions de test, on va dire, si ça marche, eh bien, c'est super, et ça montrera qu'on peut petit à petit tendre vers ce nouveau mode de fonctionnement, et si on voit que ça a été un échec, c'est peut-être là où il faudra se dire, on part sur plutôt quelque chose qui est digital. Oui, juste, moi je suis carrément d'accord avec toi, Timothée, et je me permets de refaire le lien avec l'entreprise de Madame Son et Lumière tout à l'heure. Si on se lance dans des événements assis de 5000 personnes, ça peut permettre, même si l'ambiance elle n'est pas aussi folle que quand on était 10 000 tous collés, ça peut permettre aux petits acteurs de ce secteur de proposer leurs services, et donc l'entreprise de notre chère téléspectatrice sur YouTube va pouvoir proposer ses services de son et lumière. Et donc l'économie du secteur va pouvoir se relever, en partie. Mais en effet, suite à ça, je pense qu'il y a des leçons à en tirer et après ajuster le tir en fonction. Et ça reprend aussi les deux exemples qu'on a cités tout à l'heure avec Roselyne Bachelot qui a voulu mettre en place deux concerts tests qui vont arriver très récemment en mars et en avril, avec un concert de 1000 personnes où les gens seront assis et l'autre concert où ils pourront rester à leur place mais ils seront debout et ils pourront bouger. Donc on verra ce que ces tests vont donner, et je pense que ça va aider pas mal d'autres entreprises et pour les futurs concerts, voir si c'est possible. Moi, j'ai deux questions. Désolé. Première question, le modèle Travis Scott, finalement, Fortnite, c'est gratuit. Les concerts, c'est gratuit. C'est que finalement, ce modèle-là, il ne s'applique pas particulièrement à beaucoup d'artistes aujourd'hui. On prend cette idée de virtualisation d'événements. Non, c'est vrai, vous avez raison. Faut déjà avoir ses entrées chez Fortnite pour proposer un truc chez eux. Ensuite, les retombées, elles se font déjà d'un côté par son image et ensuite par les ventes de ses CD. Donc c'est pas des retombées directes, c'est plus des retombées qui vont arriver par la suite. Donc en effet, ça c'est une solution qui s'adresse voilà, aux gros acteurs des événements culturels. Mais je pense que le schéma et la gymnastique et les idées, elles peuvent être potentiellement appliquées à des plus petites structures et à des plus petits acteurs. Parce que finalement, aujourd'hui, les tendances, c'est quand même, tu parlais de la vente de disques, justement. Les ventes de disques, aujourd'hui, les disques se vendent quasiment plus. Les artistes touchent très très peu de royalties sur Spotify, les radios un petit peu, les événements culturels. Bon, il y a une barrière qui
que je pose là, c'est que dans les chiffres que vous montrez, finalement, est-ce que vous avez l'information si les gens sont prêts à payer, participer à du virtuel? Oui, mais à payer pour du virtuel. Est-ce que c'est ça aussi? Parce que beaucoup d'artistes, en fait, leur moyen de revenu, c'est pas les DVD, c'est pas les Blu-ray, c'est pas les plateformes, etc. Ça, en fait, ça comme l'histoire de Travis Scott. Derrière, après, c'est le live, c'est les billets qui font rentrer de l'argent plus, quoi. Je pense que ça, c'est aussi une question de mentalité. Peut-être que ça sera à venir entre un fan de n'importe quel chanteur, entre de juste écouter ses chansons sur Spotify ou n'importe quelle plateforme, ou alors avoir la chance de le voir en live, etc., et d'avoir quand même un peu, de se sentir un peu plus proche de lui. Je pense qu'à faire le choix, il pourrait être intéressé par acheter des billets, ouais, et se sentir un peu plus en exclusivité avec l'artiste en question. C'est vrai que c'est une bonne question de faire la différence entre faire un événement digital pour communiquer autour de son projet et faire un événement digital pour en fait faire des revenus directs et vendre directement un besoin, un service. On n'a pas les données chiffrées, ça serait intéressant peut-être de rechercher ça. Mais peut-être que ici, est-ce que on est tous OK pour mettre 5, 10, 20, 15 euros pour son artiste préféré? Moi personnellement, oui. Et je pense que la majorité des spectateurs, oui. C'est juste que là, mon artiste préféré ne m'a pas donné l'occasion de lui donner 15 euros. Je veux pas savoir qui c'est. Mais alors après, si on revient à la normale, on va dire voilà, conditions sanitaires, et c'est aujourd'hui, ma question c'est est-ce que vous iriez au concert de test de Roselyne Bachelot? Si on revient à la normale, non, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu plus réticents à y aller au niveau des mesures sanitaires. En fait, cette situation nous a un peu tous changé, enfin même pas un peu. Il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui sont devenues un petit peu agoraphobes et qui du coup se retrouver dans un endroit en concert avec beaucoup de public, ça va les freiner, ils vont pas vouloir. Après, ça c'est au ressenti de tout le monde. Moi, je sais que personnellement, oui, j'irais bien. Enfin, je retournerais carrément à un concert. Mais après, ça nous a tous changé cette situation, ça c'est sûr. Après, il y a quand même ton beau chiffre que tu dis en conclusion sur 92%, des personnes interrogées sont prêtes à participer à des événements. Je pense que du coup, la majorité, et on avait d'autres datas qu'on n'a pas mises là, mais que je peux vous retrouver si vous me laissez 5 minutes, où en fait, sur un sondage, il y avait un énorme manque des événements culturels en physique et le fait de se rassembler, de se retrouver. Parce qu'on va clairement avoir des gens qui vont peut-être, même si les autorisations permettent d'organiser du physique, peut-être que aussi il y aura la réticence des gens. C'est-à-dire que derrière l'aspect légal, il y a aussi un moment, des études comparent, certaines personnes ont vécu la crise sanitaire comme un événement post-traumatique comparable à des GI qui viennent du Vietnam. Donc, vous imaginez bien que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Donc, finalement, ma question, c'est est-ce que finalement le format hybride, que tout le monde parle en ce moment, c'est-à-dire live, physique, ce qu'on appelle faire du digital, c'est pas le futur? Non, je pense que c'est pas le futur parce que c'est pas plausible déjà d'un point de vue moyen et c'est pas non plus ce que les gens attendent. J'ai retrouvé là les stats. Je me permets juste de reprendre mes notes. Tac tac. Il y a 80% voilà, des personnes interrogées qui sont prêtes à retourner dans un concert sans distanciation sociale. Donc avec des normes sanitaires, mais sans être assis ou sans être à 1 mètre de distance chacun. Ouais, donc tu perds 20% de part de marché. Parce que je pense, on va dire qu'au début quand même, on était quasiment à 100%. Oui. 20% c'est intéressant, mais derrière moi, si je suis businessman, je veux dire que 20% finalement de mon public, ils sont réticents. Et donc finalement, se filmer et puis avoir un moment physique, on les retransmet sur Netflix, hein, les concerts, vous en trouvez plein sur YouTube, il y en a qui passent à la télé.
Est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui une logique qui serait à chaque fois de dire je réfléchis bien sûr à mon spectacle physique, mais je dois penser maintenant au numérique. C'est une réflexion qui doit se faire aussi en parallèle, et pas la place de. Absolument, absolument. Oui, ça va rentrer dans les mœurs là avec ce qu'on vit. C'est un réflexe qu'il va falloir avoir pour essayer de penser s'il faut ou non prévoir une partie digitale. Et ça rejoint un petit peu votre sujet que vous présentiez tout à l'heure, Lucien Ampon, sur le digital et les IA chez les médecins et dans la santé. C'est que l'un ne va pas remplacer l'autre, mais sans doute l'un a besoin de l'autre. Merci pour cette. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais si personne n'a d'autres questions, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Merci à tous pour cette journée. Je vais conclure rapidement là. Merci au pôle événementiel aussi qui m'a aidé sur cette journée. Il y a Qualcomm aussi qui a aidé un peu à la com et qui ont fait des stories, qui montrent des choses, voilà, montrer qu'on vit. Pour info, maintenant on va récupérer les vidéos pour aller vous revoir. Vous pourrez vous regarder vos performances. Nous, on discute d'ici 10-15 minutes. Je vous envoie un petit message. Merci, j'ai pris plaisir à vous écouter. J'espère aussi que vous avez pris plaisir à vous écouter vous-même et que vous écoutez entre vous. Voilà, à très bientôt et bien sûr.